avant de décider de qui pourra lui succéder, ben, dites-moi, ce n'est pas de l'UPR, il doit être de Sous Yahi Boni, oui. Sous Yahi Boni, j'ai entendu ces phrases-là. Nous entendons les consignes de Boni Yahi. Voilà. Pour aller de l'avant. Boni Yahi a proposé Zissou, mais les gens peuvent l'attendre. Non, c'est justement ce qui risque. Parce que là, lorsque vous discutez avec... Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Free Speech, la parole libre. Nous sommes encore là pour décrypter l'actualité au plan national. Si possible, on fera un tour au Togo, mais pour l'instant, nous restons au Bénin, journée mondiale de la liberté de la presse. Quel enjeu pour les journalistes béninois? Nous en parlerons amplement dans ce numéro de votre émission Free Speech. Qui pour succéder à Patrice Talon? Quel est le prototype robot de cet individu qui pourra donc succéder à Patrice Talon? Nous allons essayer de déranger les méninges des journalistes présents ici sur ce plateau pour pouvoir donc voir à travers leurs yeux comment trouve-t-il le successeur de Patrice Talon. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la sonnette? Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe. Voici pour l'essentiel. Et donc, dans ce studio, nous avons nos chroniqueurs maison, Landry Wetton. Landry, bonjour. Bonjour Valentin Dibotia, bonjour Alphonse Moïse Soudé, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur ce plateau. Le rendez-vous est pris, on répond présent pour le devoir. Le devoir nous appelle, comme le dirait l'autre. Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous Valentin, bonjour à Landry, bonjour à tous ceux qui prennent la peine de nous suivre. Mais je voudrais dire à certains de nos compatriotes, on peut donner son avis sans être incorrect. On peut donner son avis sans être désobligeant. Les gens ne sont pas obligés d'épouser nos avis. Quand ils veulent donner les avis, qu'ils montrent quand même leur niveau d'éducation dans les mots qu'ils utilisent. Question de courtoisie oblige, lorsqu'on veut donner son avis, on est libre de faire les commentaires, puisque nous en faisons d'ailleurs. Si vous voulez commenter nos avis à nous, dans nos posts, vous voudrez bien faire preuve de courtoisie. Par rapport à ça, je crois que c'est très important ce que Alphonse Moïse Soudé a dit. Moi, je ne voulais pas en parler parce que, bon, je me dis, écoutez, quand le fou te prend ton pain, tu le poursuis, on vous traite tous de fou. Lorsque les gens, dans leurs commentaires, demandent si nous sommes des journalistes, quand ils nous regardent, nous ressemblons à des apprentis journalistes, nous ressemblons à des gens qui sont nés tout récemment dans le métier. À chacun de nous, c'est au moins 20 ans d'expérience dans ce métier. Moi, ça me fait la 26e année, donc que les gens se calment et qu'ils opinent, mais tout en étant, comme Alphonse Moïse Soudé l'a dit, tout en étant courtois, en étant bien éduqué par rapport à ce qu'ils disent. Je dis souvent une chose, vous n'êtes pas d'accord, vous venez sur le plateau. Mais le plateau est ouvert, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Notre plateau est ouvert. Non, il faut leur dire, nous qui sommes ici là, on n'a pas fait notre formation de journaliste en cours du soir. Voilà. Il faut leur dire ça, qu'ils sachent que nous sommes des journalistes bien formés. Et plein, comme le dirait l'autre. Donc, voilà, je pense que il doit faire beaucoup plus attention désormais lorsqu'il voit cette tête sur un plateau. Ce ne pas des gens qui sont nés hier dans ce métier. Voilà, dans le landerneau de journalisme, je pense que c'est des têtes bien faites qui sont sur ce plateau. Toute modestie mise à part, nous savons de quoi nous parlons dans ce pays et puis nous pouvons écrire l'histoire de la République du Bénin. En tout cas, à partir de 90, on peut écrire cette histoire-là. On peut même remonter dans le temps, puisque l'histoire, c'est le récit des événements passés. Donc, un bon journaliste est un historien des temps modernes. Un vrai historien. Voilà. Avant donc de rentrer plein pied dans le vif du sujet, nous allons suivre cet élément sur la marche organisée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la presse. Ce matin à 7 h, les professionnels des médias se sont rassemblés devant la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour arpenter les rues de Cotonou. Les marcheurs ont longé la rue menant vers l'aéroport et ont fait le tour de la place Bioguera avant de revenir au siège de l'institution. Cette initiative vise à renforcer les liens amicaux entre les membres de la RAC et les professionnels des médias tout en promouvant une bonne santé pour tous. Le défi est grand et surtout pour cette 7e mandature.
on s'est dit que pour relever ce défi, le défi de la régulation de proximité, il faut évidemment des professionnels en bonne santé et il faut également les maisons de presse en bonne santé, il faut les cadres de la HAC en bonne santé. Disons, en gros, il faut une HAC en bonne santé. C'est pourquoi cette initiative a été prise pour faire marcher non seulement les cadres de la HAC, mais également les professionnels des médias, pour dire qu'on est solidaires et que nous sommes des partenaires et nous souhaiterions avoir quand même des partenaires en très bonne santé pour relever le défi de la régulation de proximité. Ça va se perpétuer parce que c'est une habitude qu'on avait perdue. Ça augure de la régulation de proximité que cette mandature entend imprimer à la presse. Du retour au siège, les marcheurs se sont adonnés à quelques exercices d'étirement sur place. Ce fut un moment à la fois divertissant et convivial. Nous sommes contents d'être ensemble ce matin parce que aujourd'hui c'est un jour spécial. Vous savez que le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale de la liberté de la presse. Et le bien ne manque pas à ce rendez-vous. C'est pourquoi nous sommes retrouvés ce matin. Nous avons fait une marche et nous sommes contents de nous retrouver entre confrères et consoeurs. Notre pays fait sa marche pour la professionnalisation de la presse, pour une liberté effective des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Le Bénin fait sa marche aussi dans les réformes du dispositif législatif qui permettent aux journalistes, aux professionnels des médias d'exercer dans un environnement qui répond aux normes. Mon souhait personnellement est que nous puissions parvenir à mettre en place des entreprises de presse économiquement viables dans lesquelles les acteurs des médias pourront travailler et vivre décemment de leur métier. Nous sommes sur ce chemin et par la grâce de Dieu, nous allons y parvenir. D'abord, il faut remercier la HAC parce que ça fait quand même très longtemps que nous avons assisté à de telles organisations à l'occasion du 3 mai. Et je crois que c'est toujours bien de renouer à ces habitudes parce que c'est aussi des moments pour nous, professionnels des médias, de se retrouver et indépendamment du volet intellectuel, je crois que notre santé aussi est très importante. Et c'est à cela que la HAC nous a conviés ce matin. Et je crois qu'il faut les remercier pour que cela se pérennise. Cette 32e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse offre aux professionnels des médias une occasion de réfléchir sur les enjeux relatifs à la liberté de la presse. Voilà, retour en plateau. Moïse Soudé, le 3 dernier, comment l'avez-vous fêté? Ben écoutez, moi, je suis resté chez moi. Parce que mon organe de presse a été fermé depuis des années. Mes confrères, moi, la plupart de mes confrères, moi, on est en chômage. Si ce n'est pas des gens comme vous qui nous font la politesse de nous inviter pour opiner, on n'est plus affilié à un organe de presse. Donc quand vous avez ce ressenti-là, et que beaucoup d'organes de presse sont fermés, notamment tout le groupe Gazette du Golfe, on se dit, ben, les gens ont le temps de se réjouir. Ils ont fini de faire leur sport, ils iront se goinfrer. Moi, je dis, il faut qu'on passe autrement la presse. Moi, j'étais sur un plateau de télévision le jour le chef de l'État a appelé, c'était sur télé. Quand le chef de l'État a appelé en direct, il avait promis que les journalistes seront bien formés, très bien formés. Moi, je voudrais qu'on mette l'accent sur la formation des journalistes et le traitement des journalistes. Ce n'est pas une question de marche qui va s'arrêter là. Je dis que nous devons reconnaître que les journalistes béninois sont très mal lotis. Mais c'est déjà heureux quand même qu'il y ait eu de marche parce que, vous savez, il fallait quand même marquer la journée d'une manière ou d'une autre. Ben oui, je suis d'accord. On aurait pu trouver un créneau pour aborder les problèmes réels qu'on appelle de la presse béninoise. Dans les rédactions, les gens sont très mal payés. Les gens sont en dessous du SMIC. Mais c'est ceux-là qui pratiquement font le gros lot du travail. Et je dis, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi que bon, on doit surfer sur la misère des uns des autres pour employer nos jeunes frères et leur donner des miettes. Et c'est ça qui fait que sur les terrains de reportage, moi je suis parfois gêné. Quand on a fini un séminaire, quand on a fini un atelier, vous voyez les confrères en train de courir derrière les autorités à la recherche d'un petit billet bleu ou bien d'un billet vert. C'est pas normal. Un journaliste se respecte. Donc je voudrais qu'on puisse participer à la formation, notamment à la déontologie et à l'éthique. Un journaliste se fait respecter. On peut être pauvre et se faire respecter. Donc, au-delà du côté festif de la chose, il faut mener une réflexion par rapport à la corporation. Parce que j'ai vu aujourd'hui
tout le monde se lève et dès qu'il n'y a plus de boulot quelque part, tout le monde passe. Il suffit juste que l'intéressé ait un peu la plume et s'improvise journaliste. Et puis quand ça rentre dans les rédactions, ça fait des dégâts. Je voudrais que la HAC, moi d'abord, je salue les actions menées par la HAC, mais moi je voudrais qu'on mette l'accent notamment sur la formation, qu'on oblige les patrons de presse à traiter convenablement leurs employés. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'avoir 15 journalistes et les payer mal. On peut en avoir 5 qui vont bien faire le travail. Qui vont bien faire le job, mais bien payés. Bien payés parce qu'ils ont été bien formés et ils ont un bon salaire. Donc, ils n'ont pas droit à l'erreur. Mais on voit dans certaines rédactions, le mal, c'est quoi? On prend des stagiaires, ils font 3 mois, on les met dehors, on prend d'autres stagiaires parce qu'on n'a pas envie de recruter les vrais journalistes pour leur payer le salaire. Donc, il faudrait que ces aspects-là soient pris en compte parce que chacun doit vivre de son métier. Quand vous avez investi dans votre formation, vous devez avoir retour sur investissement. Ce n'est pas la peine que les gens investissent dans leur formation et qu'après, bon, ils recueillent des miettes ou bien ils sont sur les plateaux. Et puis, bon, ce n'est pas la peine. Donc, je dis chapeau aux journalistes. Je salue le courage de ceux qui arrivent à se battre pour s'affirmer dans le landerneau de notre pays et les autres aussi, ceux qui sont dans les écoles, parce que quand vous voyez aujourd'hui, nos jeunes frères disent, mais vu ce que vous endurez, est-ce que nous aurons le courage d'exercer? Dit, priez Dieu, il vous donnera le courage d'exercer. Chacun a son étoile. Chacun a son étoile. Voilà. Alors, Landry Weton, nous saluons quand même cette 7e mandature de la HAC, à qui nous avons beaucoup d'attentes. Oui. À qui nous avons beaucoup confiance, mais de qui nous attendons beaucoup aussi. Oui, naturellement, je voudrais déjà dire que l'Église est au cœur du village. Ah, l'Église est revenue. L'Église est au cœur du village et que même la parole sainte, la parole biblique nous a dit que nous devrions pouvoir être en bonne santé pour pouvoir aspirer au salut. Et donc, si les responsables de la HAC ont décidé que des journalistes marchent pour avoir la bonne santé, il n'y a pas de problème. Moi, je ne trouve pas de problème à cela. Ça peut devenir une initiative mensuelle. Voilà, une initiative mensuelle où la HAC va instaurer cela, ou des organes de presse. Mais je pense que pour les fois à venir, il faudra vraiment diffuser l'information. Parce que moi, j'étais dans mon training au bord de la plage. J'aurais pu être de cette marche-là. Moi, je n'ai pas été informé. Alors que la HAC, pour m'envoyer des courriers, connaît bien le numéro par lequel ou l'adresse par lequel on peut m'envoyer un courrier. Donc je crois que pour les fois à venir, c'est déjà louable. Ce qui a été fait, il faut pas dire que c'est n'importe quoi. Non, c'est déjà louable. Et pour ceux que moi j'ai vus sur cet écran-là, je crois que bon, il faut reconnaître que l'Église est vraiment au cœur du village. Mais là, on n'a pas vu on n'a pas vu les grands noms de la presse. Hein, non, écoutez, je ne sais pas comment l'information a été diffusée. Il y a aussi ça, parce que comme moi, j'ai vu d'autres patrons de presse, le directeur régional de la HAC et le patron de l'Indépendant, John Akintola, était à la plage. Il marchait seul, je l'ai vu à la plage. Il aurait pu être de l'autre côté là-bas. Et c'est quelqu'un qui marche beaucoup, parce que moi je le vois tous les samedis marcher. Il aurait pu être de cette marche-là. Je ne sais pas s'il a été informé et qu'il a décidé de faire sa marche solo. Moi, je n'ai pas été informé, j'aurais pu être là. Donc je crois que pour les fois à venir, l'initiative est louable, mais qu'on fasse un effort pour que beaucoup de gens se soient informés de cette initiative et être associés, bien sûr. Maintenant, lorsqu'on rentre dans la célébration de cette journée internationale de la presse, je ne voudrais pas revenir sur le classement du RSF. On a chuté, mais je crois qu'on doit pouvoir situer les responsabilités à chaque niveau, chaque segment de ce métier a sa part de responsabilité. Il y a ceux qui nous dirigent, il y a les fêtiers, mais il y a aussi les journalistes qui exercent. Alphonse Moïse Soudé l'a dit tout à l'heure, il y en a qui se demandent s'ils peuvent avoir le courage d'exercer le métier. Je l'ai toujours dit, lorsque moi je reçois des stagiaires dans dans les différentes rédactions par lesquelles je suis passé, pour ceux qui ne savent pas que nous avions traîné nos bosses un peu partout, par Mons et Vallée, et je leur dis souvent, on ne vient pas à la presse parce que, bon, voilà quoi, c'est quelque chose, c'est un métier dans lequel quand on vient, on peut faire, comment dirais-je, on peut jongler, on peut courir pour un billet de 2000, quand on voit des confrères en train de courir à 10 pour avoir 5000 francs, je dis, ça m'écoeure.
Ça ne m'écoeure pas parce que nous sommes déjà à l'abri du besoin, mais parce que nous avions décidé de faire autrement le métier. Et je l'ai toujours dit aux stagiaires. Il n'y a presque pas de différence avec des mendiants. Hein. Non, justement, c'est parce que, oui, les gens cherchent sur notre misérabilisme, comme le dirait l'autre, pour nous assujettir de cette façon. Et moi, je dis, lorsque vous avez un peu de retenue, vous pouvez faire le métier. Et le métier, autant que nous sommes sur ce plateau, nous ne sommes pas riches de ce métier. Mais nous exerçons ce métier parce que nous sommes donnés des directives, nous sommes donnés des barrières. Et je le dis souvent, il y a 3 types de métiers, il y a 3 types de journalistes dans notre corporation. Je le dis souvent à ceux qui veulent m'entendre. Il y a ceux qui ne viennent pas instinct de survie. Voilà. C'est ceux-là qui pensent que, bon, on peut, quand on vient dedans, en 1, 2, 3 mouvements, on peut rapidement peut-être escroquer quelqu'un ou peut-être manager pour prendre 5 000, 2 000, le temps de survivre, voilà. C'est ceux-là qui viennent, c'est ceux-là qui vivent, qui viennent dans le métier par instinct de survie. Il y a ceux maintenant qui viennent pour en faire un tremplin. Voilà. Ceux-là, ils ont peut-être, c'est de ça que Moïse parlait, on a la plume, mais on aspire à autre chose. On aspire peut-être à devenir avocat, on aspire à être enseignant, on aspire à être, je ne sais pas. Mais on se dit, voilà, on vient dans ce métier qui est aussi noble, hein, et on en fait un tremplin. On passe par là pour atteindre les objectifs. On en a vu qui ont été journalistes, qui sont aujourd'hui devenus des grands politiciens et qui gèrent des communes, qui gèrent des municipalités, qui gèrent... Voilà. Ils sont à l'Assemblée. Ils sont à l'Assemblée. Maintenant, il y a ceux-là qui viennent par passion. C'est nous autres. C'est ceux qui font comme nous et qui, malgré les douleurs de ce métier, malgré tout ce qu'il y a comme impondérance dans ce métier, nous nous accrochons parce que nous nous sommes dit, c'est un métier que nous avions décidé d'exercer et nous le faisons malgré tout ce qu'il y a comme contingent, malgré tout ce qu'il y a comme vicissitude que nous ne maîtrisons pas toujours. Donc je crois que lorsqu'on décide de faire la journée de la liberté de la presse, je crois que c'est sur ce type de réflexion qu'il faut axer cette célébration-là. Marcher, c'est bien pour le corps a besoin d'être en forme pour que l'esprit puisse s'éclore. Et donc, je crois qu'au-delà de tout ce que l'on peut dire, je laisse à ceux qui sont dans les fêtières ou ceux qui dirigent nos fêtières faire leur réflexion, faire l'introspection, comme on le dit, se remettre en cause par rapport à un certain nombre de choses. La convention collective est là, on n'en parle plus. Nous, on a parlé dans ce pays de la centrale des achats pour la presse. Vous voulez imprimer, la presse, vous voulez imprimer des choses, vous n'avez pas les papiers. Vous pouvez aller, parce que vous êtes reconnu par la RAC, on peut vous faire des concessions, vous allez prendre. Il y a une imprimerie qui est dans le giron de tout. On vous permet d'aller imprimer. Donc, je crois qu'il faudra pousser la réflexion à ce niveau. L'aide de l'État à la presse. Voilà encore un autre problème. C'est vrai. Tout le monde ne pourra pas souscrire à cette aide de l'État à la presse. Tout le monde ne pourra pas en bénéficier. Mais lorsque d'autres dans ce système en bénéficient, c'est que la manne à distribuer ou la manne à aller prendre après sur le terrain pour d'autres sera beaucoup plus facile. Donc je crois que la réflexion doit être pointue sur ce genre de choses et nous plaidons à la faveur de cette journée de liberté de la presse à ce que nos amis, nos frères qui sont dans la misère parce que des organes ont été fermés, qu'on puisse. Nous implorons la magnanimité des responsables de la RAC parce que nous n'allons pas appeler le chef de l'État dans cette histoire parce que chaque juridiction, chaque institution a ses limites et donc ce n'est pas au chef de l'État de s'ingérer dans la gestion de la RAC. La RAC est libre, autonome de prendre les décisions. Que l'on puisse regarder de ce côté-là. On ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se repentisse et que nos frères, nos amis et qui sont obligés de vivre cette misère-là puissent retrouver leur boulot parce que c'est difficile lorsque du jour au lendemain vous vous retrouvez sans boulot, sans rien et être obligé de devenir le mendiant du coin. Le journaliste, ce n'est pas ça. C'est un métier, même si la Constitution ne nous confère pas ce 4e pouvoir que tout le monde nous donne. Et c'est lorsque vient le moment de s'asseoir que l'on trouve l'utilité des fesses, comme le dirait l'autre. Nous sommes en train de rentrer dans le virage de ces élections. On aura besoin encore de cette presse, on aura besoin de ces hommes-là pour porter un certain nombre de messages. Voilà, les gardiens du temple continuent de travailler. Il va falloir donc tout faire pour que ces gardiens du temple fassent bien leur job. Moïse Soudé, est-ce que vous pensez que Patrice Talon a tenu sa promesse vis-à-vis de la presse lorsqu'en 2015, on a vu cet élément où il disait qu'il aurait voulu d'une presse plus libre. En 2015, une presse plus libre.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la presse béninoise est autant libre? Ben, certains me diront que la presse béninoise, elle est libre. Mais la lecture, elle est plurielle. Pour être libre, il faut être autonome. Quand financièrement vous dépendez de quelqu'un, vous n'êtes pas libre. Ça, c'est clair. Et la presse n'est pas, elle est financièrement dépendante. Elle est dépendante. Donc, vous faites la volonté de votre patron. Moi, je ne dépends plus d'un organe de presse. On ne peut pas, à cause de l'argent, m'interdire de dire ce qui est vrai. Alphonse Moïse Soudé n'est pas aujourd'hui à la solde d'une rédaction. Je ne suis plus dans aucune rédaction. Parce que je refuse qu'à cause de l'argent, on amène nos confrères à dire le contraire de tout ce que tout le monde voit. Moi, c'est une affaire d'éducation. Hein? Si vous avez été éduqué à adorer l'argent, on va vous manipuler. Depuis qu'on a fermé Soleil, fermé Pusika, mais je ne vis pas de la presse, j'exerce la presse. Ou il faut rentrer dans les sectes pour pouvoir se faire place au soleil. J'exerce mon métier par passion. Je n'y gagne rien. Mais je crois qu'il faut qu'on donne aux journalistes la place qui leur revient. Mais je voudrais demander aux confrères de cesser d'être des mendiants. Il faut cesser d'être des mendiants. Il faut savoir dire, moi, écoutez, j'ai eu à rencontrer des ministres qui m'ont invité, qui ont voulu m'influencer. J'ai dit non, je ne suis pas venu ici. Vous m'aviez invité, je suis venu avec mon véhicule, j'ai pris du carburant dans mon véhicule. Si vous voulez m'engueuler, je sors de votre bureau. Tranquillement, je suis très bien éduqué pour ne pas sortir les sales mots. Donc il faudrait qu'on puisse pouvoir dire un jour, l'argent ne peut plus continuer pas à nous contrôler. Parfois, quand vous réagissez, certains vont dire, c'est normal, c'est ça qui fait que depuis, tu es là. Non, ah non. Ou si tu lui donnes 20 000, 100 000, c'est déjà réglé. Mais non, il y a que c'est vrai, beaucoup ne nous aiment pas, mais il y a que des gens qui nous encouragent à faire ce que nous faisons. La masse d'ailleurs. Moi, je m'en fous de ce que les gens pensent. Si ce que je dis est vrai, je le dirai. On a déjà tout subi. On a déjà tout subi dans cette presse-là. On n'est pas de l'écurie, on n'entrera pas dans l'écurie. Il faut sacrifier sa liberté, il faut sacrifier sa formation, il faut sacrifier qu'on appelle son éducation pour de l'argent. Non, c'est ça qui se passe dans la presse. J'ai vu des confrères qui vont dire, mais on n'a pas le choix, on a une famille à nourrir, on ne peut faire que ça. Et quand ça se passe comme ça, celui qui vous tient financièrement, il fait de vous ce qu'il veut. Il vous dit ce que vous devez faire. C'est ça qui fait que les matins, quand je me lève, j'essaie de voir la une des jours. Vous allez voir le même titre transformé dans plusieurs quotidiens. On n'a pas le... Est-ce que c'est ça le journalisme? Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, la plupart des journalistes, parce qu'ils aiment l'argent, ils sont à la solde des pouvoirs financiers, ils sont des communicants. Il faut restaurer la presse et il faut rendre la presse responsable. Et pour rendre la presse responsable, ça passe par les hommes. Ça se passe dans la tête. L'argent ne peut pas être le maître de notre vie. C'est vrai qu'on a besoin d'argent pour vivre. Mais on ne peut pas accepter que parce qu'il me donne, tonton est gentil avec moi, il me donne 50 000, il m'impose ma vision. Bon, écoutez, c'est ça la vie quand vous aimez quelque chose. Parce que si ce n'est pas par passion, je crois que beaucoup de personnes auraient déjà disparu des plateaux de télévision. Parce que nous faisons les émissions, pas passion, ça me plaît de participer à la vie de notre pays. Donc il faut que la presse, pour que la presse devienne responsable, il faut d'abord bien former les gens, il faut leur inculquer l'éthique. Moi j'ai travaillé dans un organe de presse où le patron nous a mis tout le monde à l'aise. Vous n'allez jamais voir en ce temps-là un de mes confrères de cette maison-là aller en reportage à Zim. Interdiction formelle. C'est-à-dire qu'on vous a mis dans les conditions et vous avez l'obligation de rendre. Écoutez, c'est comme vous nommez un DG, vous lui mettez tous les moyens à disposition. Pourquoi il ne sera pas productif? Pourquoi? Parfois, vous voyez des confrères qui viennent dans des reportages, peut-être à pied, peut-être à Zimidjan, et à la fin, ils sont obligés de courir. C'est ça. C'est ça qui fait qu'on n'est pas responsable. Moi, j'étais un jour en train d'interviewer un maire. Quand j'ai fini d'interviewer le maire, on parlait quand un confrère est venu pour dire, il dit, monsieur le maire, ne m'oubliez pas. Il dit, mais tu n'as pas honte, ton confrère qui m'a interviewé ne demande rien, c'est toi qui sors du néant pour demander quelque chose. Le jour-là, j'ai eu honte à la place de mon confrère. J'ai eu honte, après j'ai dit, monsieur, il faut te faire respecter. C'est parce que le journaliste n'est pas un mendiant. Dans tous les pays, les journalistes se respectent. Et pour qu'on vous respecte, respectez vous-même. Évitez d'être sabordé aux gens parce que il fait mal, parce que c'est un tonton qui vous fait du bien, vous le protégez dans le mal. Et ça n'arrange pas la République. Donc, pour que la presse soit respectée, respectons-nous. Parce qu'il y a des autorités politico-administratives qui ne nous respectent pas. Ils disent, ces messieurs-là, l'argent règle le problème.
Voilà, Landry Ouetton, Oui. un dernier mot pour boucler cette Je crois qu'on ne sujet. finira pas de parler de cette journée parce que nous avons tellement Mais de on peut choses être à digne, dire. hein, on peut être journaliste Oui, et être oui, digne. nous avons tellement de Écoutez. choses à dire. Mais je crois que, comme je l'avais dit à l'entente de mon explication, de mon truc là, de mon speech, chacun doit pouvoir, dans ce segment, chacun doit pouvoir situer les responsables. Nous sommes en train de nettoyer notre écurie d'Ogias. Il faut que les autorités comprennent. Mais je voudrais juste dire quelque chose à Alphonse Moïse Soudé pour faire un truc là, pour calmer un peu sa colère. Ceux qui coopèrent avec nous, ceux avec qui nous sommes en partenariat parce que nous coproduisons l'information avec les autorités politico-administratives, ils connaissent Moïse Alphonse Soudé. Ils savent qui est qui. Ils savent qui est qui. Ils savent en son temps tirer le bon grain de livret. Et c'est ça qui, moi, me réjouit. Lorsque vous avez décidé de vous contenir dans l'éthique de ce métier et que vous souffrez comme nous souffrons aujourd'hui, nous autres, et il y en a qui comprennent et qui nous disent, écoutez, vous savez, ceux-là, on ne peut pas ne pas faire avec eux. Mais bon, voilà, lorsqu'il s'agit des choses sérieuses, on sait à qui il faut faire confiance. Donc, je crois que nous devons faire en sorte à ce que vous qui êtes là, Alphonse Moïse Soudé, nous qui sommes ici, c'est comme du bon vin. Au fil des années, nous sommes bonifiés. Au fil des années, nous sommes bonifiés. Et je crois que c'est ça l'expérience. On n'a pas besoin de faire de tapage. On n'a pas besoin, comment dirais-je, d'attaquer ou d'escroquer pour être un bon journaliste dans cet environnement. Et je crois que c'est important que chacun de nous puisse se dire, ce métier, nous le portons. Et nous le portons parce que nous sommes passionnés de ce métier, pas parce que j'ai entendu sur des plateaux de télévision des journalistes dire que voilà, bon, écoutez, c'est nous-mêmes. Oui, c'est nous-mêmes. Mais au-delà de ce nous-mêmes là, il y en a qui nous avilissent dans ce métier. Moi, j'ai eu à faire face à des responsables des autorités politico-administratives. Et du coup, moi, quand tu décides de me poignarder, comme on dirait, ou bien de m'offenser, mais je te dis en même temps, je te dis, si tu continues, je vais t'assigner. Je l'ai dit à des députés. Excusez-moi de le dire, je l'ai dit à des députés, je les ai bloqués en même temps. Parce que je ne voudrais pas qu'on aille sur ce terrain-là avec moi. J'ai mon égo aussi. Valentin, je voudrais... moi, j'ai été éduqué pour être reconnaissant. Hein? Dans mon langage, il y a le mot gratitude. Dans tout ce que nous subissons, il y a des personnes, hommes politiques, bien placés, il y a des cadres de l'administration qui nous encouragent, qui disent, vous êtes sur le bon chemin, accrochez-vous. Donc je tiens à témoigner ma gratitude à toutes ces personnes-là dans l'ombre qui vous rencontrent dans le feu tricolore, qui vous rencontrent à l'église, qui vous rencontrent, écoutez... Dans un restaurant? J'étais à un enterrement samedi à Ouida, j'étais assis là tranquillement, quand un monsieur très âgé est venu me voir, il est venu s'asseoir à côté de moi, il dit, ah, monsieur Soulé. J'ai dit, ah, tonton, je ne vous connais pas. Il dit, non, vous n'êtes pas obligé de me connaître. Il s'est présenté, il dit, mais dis mes remerciements à tes collègues, Valentin, Landry. J'ai dit, tonton, nous on fait ce qu'on peut faire. Si on est écouté, tant mieux. Si on n'est pas écouté, basta. Donc voilà de ces personnes-là qui vous encouragent, ça vous donne la force. C'est plus que l'argent. C'est plus que l'argent. Donc je voudrais dire à nos confrères, si tu fais bien ton travail, l'argent viendra. Mais si tu mets l'argent devant, tu feras mal ton travail. Tu n'auras rien. Et tu n'auras l'argent. Et personne ne va te respecter dans la République. Voilà, oui. Voilà, je tiens à saluer donc Léopold Zinsou, un monsieur que je ne connaissais pas, mais qui a eu l'amabilité de nous appeler pour nous féliciter. Ça, c'est déjà ça. Nous ne sommes pas l'opposition béninoise. Nous ne sommes pas là pour remuer le couteau dans la plaie. Nous sommes des gardiens du temple. Nous sommes ceux qui, n'est-ce pas, disent tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Nous sommes ceux qui offrent leur poitrine pour que les autres puissent vivre à l'aise. Nous défendons les différentes chapelles. Hein. Quand les gens, il y a difficulté quelque part, nous sommes présents, nous défendons alors que nous-mêmes, notre maison, peut-être on n'a pas trouvé à manger toute la journée. C'est ça aussi le sacerdoce. Mesdames et messieurs, les journalistes sont des gens à respecter et il faut en tenir compte.
ils doivent eux-mêmes se respecter. Nous devons nous respecter pour que les autres nous donnent le respect qui est digne de notre rang. On dit qu'on est quatrième pouvoir et lorsque ça les arrange, on devient premier pouvoir. Mais à l'arrivée, on se rend compte qu'ils prennent tous les pouvoirs et ils continuent parce que le premier pouvoir, c'est l'argent. Ils partent avec l'argent et puis nous, on est quatrième pouvoir. Bon, affaire à suivre. Je salue ici Edouard Loko et toute son équipe, le président de la HAC et toute son équipe. On les encourage vivement à aller de l'avant. Voilà, je salue les différents responsables des fêtières qui aujourd'hui peinent à s'imposer dans le landerneau journalistique. Mais je les salue quand fait même. un bon travail aussi. Là, Zakiat, là, Tondi, voilà, là. On essaie quand même de les saluer pour que la maison presse puisse se porter mieux. Je rappelle à Edouard Loko sa promesse. Il y a 9 ans d'aide de l'État à la presse. Ça, on attend ça impatiemment. Voilà, on aurait tout dit. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause publicitaire et on revient dans un instant. Speedline TV, désormais très proche de vous. Pour vos réalisations et diffusion de spots publicitaires, publics reportages, couverture médiatique, émissions, communiqués, avec Speedline TV, c'est presque gratuit. Vous avez des meilleurs prix. Pour tous vos produits et services, nous vous offrons des espaces publicitaires à travers nos émissions, nos feuilletons et séries. Profitez de notre période promotionnelle pour atteindre vos clients partout sur le territoire national, partout en Afrique et dans le monde entier. Avec Speedline TV, votre visibilité est assurée. Speedline TV est situé à Akpapa, au téléphone 99 00 84 49. Speedline TV, votre télé. Plusieurs nous ont vu, Landry Weton, et nous ont demandé si on peut faire des annonces publicitaires dans cette émission. Nous vous disons oui. Dans toutes les émissions d'ailleurs, nous avons des émissions phares sur cette chaîne de télévision. Il y a une émission en fond qu'on appelle Métoméro, qui a quand même une très grande audience. Parce qu'on ne le pense pas, mais ceux qui parlent la langue ont plus d'audience que nous qui parlons français au Bénin, parce que là, la majorité ne parle pas français. Alors, Landry Weton. Oui, il y a cette émission, parce que autant que nous sommes tous aussi sur ce plateau, nous parlons la langue de chez nous. De chez nous. Donc, nous avions cette aptitude à capter le message quand ça passe dans l'émission fond. Mais aussi sur ce plateau, on peut positionner vos produits, les spots, lorsque vous les avez, lorsque vous voulez qu'on vous les conçoive. Nous sommes prêts à le faire aussi pour vous, à les diffuser au cours de cette émission qui a quand même une grande audience. C'est l'une des émissions aujourd'hui de décryptage de l'actualité qui porte près de 10 000 vues à chaque fois que l'émission est positionnée. Donc, n'hésitez pas, le spot, vous l'avez suivi, appelez juste et puis le reste sera fait pour votre visibilité. Oui, Soudé. Oui, sur un marché concurrentiel, l'entreprise a besoin de se donner de la visibilité. Et quand vous voulez vous donner de la visibilité, il faut faire de la communication. Il faut positionner votre produit lors des grandes émissions, les émissions en grande écoute. Ça va vous rapporter des clients. Donc je dis, une entreprise qui refuse de communiquer autour de ses produits dans un milieu, sur un marché concurrentiel, est appelée à disparaître. Si vous êtes intéressé, le numéro qui est affiché sur le plateau, sur l'écran, vous l'appelez et puis ils mettront à votre disposition des spécialistes qui vont vous concevoir des spots. Voilà, on revient dans ce plateau pour parler de ce prototype de la personne qui va succéder à Patrice Talon. Lorsque vous demandez de faire le portrait robot du successeur de Patrice Talon, Moïse Soudé. Ben moi, je suis embarrassé. Pour succéder à Patrice Talon, il faut d'abord il faut avoir la confiance de Patrice Talon. Et c'est difficile. Patrice Talon ne fait pas confiance à n'importe qui. Deuxième chose, il faut être docile. Il faut être docile. Il faut être docile, c'est-à-dire que ne pas contester les ordres du chef. Il ne faut pas lever son doigt avant que l'heure ne sonne. Non, vous devez écouter le chef et faire. Parce que le président Patrice Talon, c'est vrai qu'il a dit qu'il sera très actif dans le choix de son successeur. Mais je pressens qu'aujourd'hui, au moment où nous faisons notre émission, il a des difficultés. Parce que, regardez dans les partis de la mouvance, les noms qui ont été cités. Il a dit une phrase qui me revient chaque fois à l'esprit, Modi Soudé. Il dit personne de sa famille, ni de son entourage. Mais j'avais déjà dit sur ce plateau un jour, ni les membres de sa famille, ni les membres de sa famille politique, ni un membre de son clan ne veut le suicider. Et je dis, cela a été étayé par les propos qu'il a tenus, que le président Boni et moi, on peut se retrouver à soutenir le même candidat.
Et quand il a dit ça, depuis tout ce qui nourrissait l'ambition, parce qu'il y a des noms qui ont circulé, ne nous trompons pas. On nous a parlé tout le temps du professeur Joguinou, qui est à la tête de l'UPR, on nous a parlé du ministre des Finances, Robert Guadaï, on nous a parlé de Luc Atropo. Donc voilà ces trois noms-là qui circulent, on se dit, mais... Il y a quelqu'un parce qu'il y avait, au total, il y avait, au-delà de ces trois-là, il y a le ministre Donato, qui est très proche du chef de l'État, mais au-delà de Donato, il y a deux noms qu'on ne cite plus, à savoir Johannes Dayon, qui fait partie de l'écurie de Talon, ce sont les premiers éléments du cercle. Dans le carré. Okay. L'autre élément important, c'est Olivier Bocor, qui entre-temps, il s'est retrouvé au il a été botté à la touche. Donc aujourd'hui, il n'y a que tout cela sont de la famille politique du chef de l'État. Tout cela sont de l'écurie Talon. Maintenant, s'il ne peut pas promouvoir cela, quel est le candidat qu'on veut nous proposer? Est-ce que ce n'est pas une façon de tourner notre regard vers autre chose alors que le candidat qui est appelé? Parce que, tu vois, je suis un peu l'actualité. Je ne sais pas si les Béninois observent la même chose que moi. Ça m'a pensé à Fagbon, de la prison à l'Assemblée nationale. Vous savez que Fagbon était... Quand il était à la prison, quand il a déposé son dossier, il a été élu député et puis il s'est retrouvé à l'Assemblée nationale. Vous me rappelez le comédien ivoirien qui dit que le prisonnier et le président ont le même destin. Donc je dis... Ils ont tous des gardes de corps, ils sont en escorte. Je constate qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a des non-dits, parce que bientôt ils vont désigner le duo. J'apprends que quelque part, pour la poste du vice-président, j'ai entendu des noms circuler. J'ai dit, ben, le dernier mot revient au chef. Mais aujourd'hui, pour être désigné par chef Patrice Talon, il faut gagner sa confiance. Et il faut prendre l'engagement de lui rester fidèle. Parce que je prends le cas de Congo, d'Angola. Oui. Je prends le cas d'Angola. Angola, c'est le président même qui a choisi son dauphin. Bien sûr. Il a fait la promotion de son dauphin. Il a mis les moyens à la disposition de son dauphin, qui est devenu président. Mais les premières personnes attaquées par ce régime, c'est sa fille. Bien sûr, ses frères aussi. Ses frères, ils l'ont dépouillé de tous leurs biens. Donc, ça inspire. Il faudrait que je mette quelqu'un là. Ça inspire? Oui, ça inspire. Je ne dois pas mettre quelqu'un là qui va me faire le même coup, qui va me prendre tout ce que j'ai investi. Donc ça là aussi, ça donne à réfléchir au chef de l'État. Parce que quelqu'un peut vous faire confiance à midi. Mais s'il se rend compte à 15h, qu'il a le pouvoir, mais que les manettes du pouvoir sont encore dans les mains de quelqu'un qui n'est plus aux affaires. Écoutez, en RDC, et Tshisekedi, il a fait la même chose avec les frères Kabila. Il a tout pris. Parce qu'au départ, il contrôlait tout. Donc c'est ça l'inquiétude du chef de l'État. Est-ce qu'il va trouver quelqu'un qui lui sera fidèle, qui ne va pas s'aborder, qui ne va pas saper tous ces investissements, parce que ça soit au niveau de ses propres affaires, que ça soit au niveau de la République, il veut quelqu'un qui va perpétuer la continuité. Est-ce que c'est possible si après 2 ans, je constate que j'ai besoin de la douane, mais on m'a dit que Bénin Contrôle est là, j'ai besoin d'autre chose, on dit que tel est là, mais ça va poser problème. Est-ce qu'il ne va pas mettre pied dans la fourmilière et il dit, ben, écoutez, j'ai été docile pendant 2 ans maintenant, moi je veux marquer ma présence avant de quitter le pouvoir. Ça, c'est des réalités politiques. Je peux être docile, mais si aujourd'hui je suis docile 1 an, 2 ans, et qu'après, dans la 3e année, j'ai besoin des choses et je tourne dos, je vois que c'est encore dans les mains de l'ancien président, mais je les lui arrache de force. Donc, il faut faire attention. André Ouetton, le prototype du successeur de Patrice Talon, Moïse a essayé de peindre. Vous, comment lisez-vous ce successeur-là? C'est une question jackpot. Il faut être un devin peut-être pour dire avec certitude ce qui va se passer, ou un prophète des temps anciens, pour tenter de déchiffrer ce code-là. La succession au président Patrice Talon ne sera pas du tout facile. Je crois que ce ne sera pas facile parce que lui-même, il avait déjà annoncé les couleurs. Souvenez-vous qu'il a dit qu'il prendra une part active dans les élections, pour les élections prochaines. Et moi, je voudrais faire foi à ce que le président a dit et à ce que son porte-parole, M. Wilfried Léon-Ngoubedi, nous a tout le temps dit. Et c'est d'abord ça. La première barrière à sauter avant de vouloir sortir un portrait robot de celui-là. Il a dit quoi? Il a dit qu'il ne fera pas un 3e mandat. Non, ça c'est déjà clair. Bon, donc, je fais foi. Et lorsque
On finit de faire foi à ça. Lorsqu'on a vidé cette problématique-là, voilà, on peut maintenant oser penser à qui pourra succéder. Parce qu'il ne faut pas, excusez-moi, il faut oser le dire, le président Patrice Talon est quand même un prince Gadegbe. Et lorsque dans la royauté, c'est vrai que nous ne sommes pas dans un royaume au Bénin, nous ne sommes pas non plus dans une monarchie, on ne vient pas, lorsque le prince devient roi, parce qu'il est roi aujourd'hui, c'est lui le président de la République, on ne vient pas prendre le fauteuil du roi comme ça si le roi n'a pas décidé de lâcher, encore qu'on ne dira pas le roi est allé à l'Ada. Donc, c'est pour dire, celui qui va lui succéder, comme l'a dit Moïse Alphonse Soulé, ça va être quelqu'un, comment dirais-je, qui vit pratiquement dans le ventre du chef. C'est-à-dire que pour faire un peu plus terre à terre, il doit être... Autrement dit, vous voyez le successeur de Talon dans le Landerneau de Talon. Dans le Landerneau, moi, pas forcément. Et pour moi, excusez-moi, j'ai fini par comprendre. Peut-être que lorsqu'il disait qu'il aura peut-être le même candidat que le président Boniaï, excusez-moi, j'ai compris que c'est de la diversion. Et que ça va être compliqué parce que je me suis posé la question de savoir, lorsqu'on s'appuie sur les tests aujourd'hui, par quelle alchimie il pourra soutenir le même candidat que le président Boniaï lorsque les tests disent non, attendez. Allez-y. Non, parce que les tests ont été clairs. Vous ne pouvez pas être, à moins qu'ils nous disent aujourd'hui qu'il est d'un parti de l'opposition, ou qu'il est des démocrates. Il n'est même pas d'un parti. Si on non, je crois que lorsqu'il est... Non, donc ça dit que le problème reste entier. Lorsqu'il n'est pas d'un parti et que comment dirais-je, ceux qui sont de l'Union progressiste, le renouveau ou du bloc républicain disent qu'ils attendent le mot d'ordre formel de Patrice Talon, du président Patrice Talon, avant de décider de qui pourra lui succéder. Ben, dites-moi, s'il n'est pas de l'UPR, il doit être de l'UPR. Sous Yahi Boni, j'ai entendu ces phrases-là. Nous entendons les consignes de Boni Yahi. Voilà. Pour aller de l'avant. Boni Yahi a proposé Zissou, mais les gens peuvent l'entendre. Non, c'est justement ce qui risque. Parce que là, lorsque vous discutez avec les gens au niveau de l'état-major des partis politiques, ils vous disent c'est le casting que nous attendons. Mais vous savez ce qui va se passer? Nous allons avoir un président à la sénégalaise. Ah oui. Nous allons avoir... On aura tous les yeux sur son corps. Nous aurons un candidat à la sénégalaise. Si, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est très simple. Hein, le chef de l'État peut désigner son duo. Ça, c'est lui qui désigne son duo. Mais le chef de l'État ne va pas parcourir les 117 communes pour ce duo. Pour ce duo. Jamais. Nous avons 117 maires. Et ce n'est pas évident. Parce qu'il y a une réalité que les Béninois ne maîtrisent pas. Olivier Bokor avait sous sa coupole un certain nombre de maires. Olivier Bokor avait sous sa coupole un certain nombre de députés. Un certain nombre de DG aussi. De DG. Donc aujourd'hui, ceux-là, il y a des gens qui sont restés fidèles. Bien qu'ils soient en prison, il va donner des conseils. C'est-à-dire que son rôle sera déterminant. Dans le choix du prochain. Dans le choix du prochain président. Les gens peuvent dire que Souleymane, mais c'est vrai, ils savent de quoi je parle. Il y a des députés qui lui sont soumis et qui feront la campagne pour le candidat qui va indiquer. Et je dis une chose, hein. Vous savez... c'est le troisième larron. Le troisième larron. Vous allez constater sur les réseaux sociaux, on parle de génération Aïbo, mais personne ne jette son regard vers ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'on se dit que Joël Aïbo il est en prison. Il ne peut pas sortir. Qui vous dit ça? En Mauritanie, on a eu... Nous sommes sur un terrain politique. Et tout est possible. Et puis lui, de sa prison... Vous savez, si le chef regarde dans son écurie, il ne trouve pas l'homme de confiance, il ira chercher ailleurs. Le Jack Top. Oui, et lorsque nous regardons dans l'écurie aujourd'hui, moi je dis souvent, la politique c'est un rapport de force permanent. Et donc ce rapport de force est là actuellement, et il y en a qui ont mis pied dans l'arène et qui sont en train de se positionner dans le starting block et ça ne dit rien à personne. Eh ben, je ne sais pas. Richard Boni, voilà. Richard Boni. Regardez de ce côté. On nous a dans les Richard Boni. Il n'a personne. Non, mais son parti aujourd'hui est reconnu. Oui, bien sûr. Il a une alliance avec n'importe quel... Quand je parle du président à la sénégalaise, vous ne comprenez pas. Non, parce que le problème, c'est quoi? Voilà quelqu'un qui tout le temps parle sur les réseaux sociaux, il dépose son dossier, on lui accorde un parti politique. Il a régulièrement un parti politique. On a déjà vu en 2011,
En 2021, des gens qui ne pouvaient pas avoir de parrainage, blancs, ils ont eu le parrainage. Le jeu démocratique s'est passé. Et puis, après, bon, ils ont disparu de la scène politique. Je dis, c'est ça. L'autre réalité, je l'ai dit la dernière fois, on l'a dit ici, tous, qu'est-ce qui empêcherait un Patrice Talon de soutenir un duo Éric Ngoundete, qu'est-ce qui empêche ça? C'est ce qui, visiblement là, c'est ce qui peut le réunir. Boniaï, ou carrément, on gracie Joël Aïvo, on gracie Madougou. Et puis ça rapidement, on fait le duo. Parce que Madougou, écoutez, c'est Yahi qui l'a encouragé à être candidate à la présidentielle. Donc tout est possible sur le terrain politique. Si le chef de l'État, il regarde dans son écurie, il voit que tous ceux qui sont là... Ben... Et de ça, donc, qui circule, Moïse Alphonse Soulé, il y a un certain écoué. Peut-être que beaucoup ont peut-être dit c'est l'actuel président de la BOAD. Regardez de ce côté-là. C'est pourquoi je dis nous allons avoir un président à la sénégalaise. Mais le compte à rebours a commencé parce que c'est en octobre. C'est dans 5 mois exactement vous savez, que nous allons sortir les duos. Quand il disait qu'il ne va pas parler de cette affaire, maintenant, il sait pourquoi. Parce que dès qu'on va commencer par parler de... Elle est foutue. Ouvrir le débat sur des partis politiques pour qu'on puisse faire les primaires. L'action gouvernementale est bloquée. Donc, les grands partis que nous croyons être solides, je parle de BR, je parle de l'UPR, je parle des démocrates, on va secouer le cocotier. Mais moi, ce qui me paraît bizarre, pourquoi, quand le chef de l'État dit par exemple que personne de sa famille ni de son clan ne pourra être son successeur, on n'a rien entendu du côté des partis de la mouvance? Rien. Je vais répéter ma phrase qui a fait le tour de TikTok. Ils ne sont pas garçons. Ils ne sont pas garçons. Mais dans tout ça, moi, ça me pose un problème. Parce que là, juste là, la réforme du système partisan aurait voulu que les partis politiques aient suffisamment de poigne, de force, de puissance, de pouvoir pour désigner leur tour. Non, mais ils ont le poids, ils ont le pouvoir. Non, mais là, c'est des colons de pied d'agile. Ce sont des réseaux sociaux aujourd'hui. Ce que vous dites là, moi, je vois des partis politiques qui ont l'air gros. Ils avaient le ventre tellement ballonné, mais ce sont des colosses si vous êtes au pied assis d'âge. avec votre papa à la maison, il dit... On n'est pas en matière il dit, tu es marié, tu vis chez moi. Je fais mon portrait à 21h. Si tu n'es pas d'accord, sors, va louer. Il n'y a pas de garçon pour sortir. Tu n'as pas les moyens. Il n'a pas de moyens pour le loyer. Donc il ne sort pas. Il est obligé, père de famille, il rentre à 21h, papa ferme la porte, et il est tranquille. Le jour où il aura les moyens de voler de ses propres ailes, il va dire, papa, écoute, je brise ça. Mais c'est justement ce que la réforme du système partisan refusait en donnant un financement public aux partis politiques. Justement, mais... Ce financement public, financement, ne le rend pas autonome. Mais en France, où on a copié le modèle, le financement public rend les partis autonomes. Vous n'avez pas suivi l'explication de Moïse Alphonse Soulé. C'est le papa qui a dit... Je me refuse. Le papa te nourrit, le papa t'héberge. C'est la famille qui t'a donné l'argent. Tu n'as pas... Non, laissez. Quand on fait un peu le tour des réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai vu un article, ça m'a fait sourire. J'ai dit, et pourtant, c'est possible que dans une fusion UPR-BR, que... Diogbenou soit le candidat de cette fusion et que Abdoulaye Tchané soit peut-être son vice-président, c'est ce qui est normal parce que quand on regarde un peu les conditions, est-ce que ce n'est pas possible? Mais vous avez bien suivi que avec ce qui vient, tout est possible. Landry, il faut demander au sein de l'UPR quelle est la cote de popularité du professeur Diogbenou. Voilà. Parce que le problème c'est quoi? Le chef va désigner. Moi j'ai fait l'expérience avec 2016. J'ai fait l'expérience avec 2016. En position de journaliste, j'ai vu des choses. Ouais, il y a des hommes politiques, quand ils sont à la face du monde, ils disent ce que le chef a envie d'entendre. Retrouvez-vous avec eux. Dans la case. On a vu. Moi je dis, c'est quand même dommage que les hommes politiques, membres des grands partis, ne puissent pas prendre leur envol. Parce qu'en temps normal, à cette date-là, on devait déjà sentir un décollage au niveau des partis politiques. Tout au moins que les différents candidats commencent pas à se prononcer, ils commencent pas à faire le lobby au sein de leur parti politique pour recueillir quand même des personnalités pouvant les... On te dira que ça se fait. Hagbert, vous savez, au-delà de tout ce qu'on dit, les gens font le couloir pour aller rencontrer Hagbert. Bien sûr. Les gens font le couloir pour... Il y en a qui vont de jour. Vous savez, mais il y a d'autres qui vont comme Nicodème. Le discours de Hagbert, ça va bousculer beaucoup de choses dans la désignation. Parce que j'ai dit, au-delà de tout ce qu'on peut repenser à Hagbert, Wemi Plateau là,
C'est ce que qui vont faire. Alors, quel est le jeu qui se passe lorsque vous voyez Boni Yayi aller vers Amoussou, Amoussou aller vers Boni Yayi, Adrien aller vers Boni Yayi, et pendant ce temps, Soglo, lui, qui devient le porte-parole, hein, il fait l'épopée. On amène le vieux pour voir les choses. Oui, tout cela participe de l'animation de la vie. Mais il y a Léa dit que les gens sont en train de voir venir. Léa dit. Écoutez, tout est possible, c'est ce que je vous dis. Ce virage de 2026. Valentin, nous aurons un président à la sénégalaise. Parce que, tel que ça se passe là, vous savez, si les démocrates ne font pas attention, si Boni Yayi ne serre pas les rangs pour maintenir ces 28 députés... Et rallier d'autres partis politiques à ça. Et rallier et négocier. Non, je dis maintenir ces 28 députés. Oui. Pour pouvoir être sûr que le duo aura les 28 parrainages. S'il ne fait pas ça, c'est un candidat, un autre candidat, donc qui va encore représenter un autre candidat qui va encore, suivez mon regard, représenter l'opposition. Non, mais il faut oser le dire. Le dire, c'est Paul Ngoubert. Paul Ngoubert sera peut-être encore candidat de l'opposition. L'arrivée de la façon dont Richard Boni est venu a laissé beaucoup de Benoît pantois. Richard Boni, qui vient du Canada, et d'abord qui a déjà attaqué les démocrates, il a fait tout le monde. Et là, il vient rapidement, il trouve donc tous ses dossiers sont à jour, il a son parti politique et tout le reste. Ce Richard Boni-là, on a les yeux sur lui et on verra bien à quoi il va jouer dans l'arène politique. Je vous annonce qu'il est prêt à venir sur ce plateau. Voilà, on l'attend impatiemment et je vous assure que ce jour-là, je vais me préparer à double tour pour le recevoir. De toute façon, même tous ces partis politiques, ces candidats qui sont désireux d'annoncer leurs idées, ce plateau leur est grandement ouvert. On va pouvoir s'entendre sur un certain nombre de principes de base et puis on donne la parole à qui veut la prendre. Je m'en voudrais de quitter ce plateau sans parler de l'eau à Akpakpa. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, nous on est à Akpakpa, début à Akpakpa, ici on a de l'eau, mais juste derrière la voie, juste derrière la voie, il y a problème. Vous savez, la dernière fois, j'ai un ami qui habite Sainte-Rita. Il m'a dit, à Tropocodi aussi. Après un mois, j'ai eu de l'eau. Après un mois? Oui. À Figueroa, il n'y a pas de l'eau. Il a l'eau après un mois. Ah, Akpakpa? Non, je n'ose pas croire que... Ah, Akpakpa, bientôt une semaine, on n'a pas l'eau. Et vous êtes obligé, c'est-à-dire que vous créez un nouveau budget. Vous créez un nouveau budget. Vous trouvez des éminents pour aller vous chercher de l'eau ailleurs. Et vous voyez, dans cette souffrance des populations, j'ai vu beaucoup de gens, vous voyez, dans cette souffrance des populations, personne ne parle pour les calmer. Ils sont résiliés. Moi, je me dis, chaque fois que je vois le porte-parole du gouvernement sortir, je me dis, mais il faut faire un point de presse sur cette situation de l'eau. Vous savez, il y a des maisons dans lesquelles il n'y a plus de puits. Oui, parce qu'on a fermé. Des gens sont obligés de se débrouiller, d'aller en ville. Avant de se laver. Négocier chez un ami. D'autres même sont obligés d'aller dans les hôtels, payer comme s'ils voulaient faire passe d'une heure pour se laver. Moi, la constitution physique des hommes leur permet de supporter ça, mais les femmes, c'est compliqué. C'est un besoin fondamental. Et personne ne sort pour rassurer les populations. J'ai vu des gens grogner, une dame qui disait, ma maman m'apporte de l'eau de Cotonou pour que je me lave. Ça. Et puis quand ça se passe comme ça, et que personne ne vous rassure, c'est comme si on vous prend pour des godiots. Des godiots, des damnés de la terre. Alors que les ODD, horizon 2030... On nous a dit, en temps d'enregistrement, d'ici à fin mai, la situation va se régler. Mais ça va se régler quand? Quand vous êtes obligé de rester en hiver jusqu'à 4 heures, surveiller l'eau, et l'eau ne vient pas. C'est quand même... On peut vous priver de tout, mais on ne peut pas priver un homme. De l'eau. Et là, on est à Cotonou. L'eau, c'est la vie. Saint-Exupéry l'a dit dans le désert. L'eau, on est à Cotonou. On veut faire de Cotonou la métropole du Bénin. Et vous imaginez que dans certaines zones, il y a les étrangers qui viennent là, qui n'ont pas l'eau. On dit, vous êtes obligé d'acheter suppresseur. Tu achètes suppresseur, l'eau ne monte pas. Donc je voudrais que que le directeur général de la SONEB, accompagné du porte-parole du gouvernement, fasse un point de presse sur cette situation-là pour rassurer les populations. Je crois que sur la question, rapidement, je crois que connaissant le dynamisme de l'actuel ministre de l'eau et de l'énergie, M. Akpona. Ah oui, Akpona, notre ami Akpona. Je crois que cela ne tombera pas dans les oreilles de ceux. Je pense même qu'il prendra les dispositions qu'il faut, qu'il sorte aussi, qu'il nous dise quelque chose pour soulager la peine. Et ce n'est pas seulement à Akpakpa, même à Tropocodi.
même à Kokotomé, on a des problèmes. Et l'eau, à des moments donnés, ça sent. On nous a appris à l'école que l'eau incolore, inodore, sans saveur. Mais malheureusement, l'eau qui sort par moment, ça laisse des dépôts. Ça laisse des dépôts. Et puis ça sent l'odeur du bas-fond. Donc je crois que le ministre actuel, M. Akpona, doit pouvoir regarder de ce côté. Nous connaissons son efficacité et son amour pour l'humain, parce que c'est encore aussi un homme de Dieu. Voilà. Alors, Monsieur le ministre Akpona, vous êtes au courant de tout ce qui se passe et on espère que vous prendrez les dispositions utiles pour que ces populations, on est juste encore à quelques kilomètres de la direction générale de l'eau. Nous sommes à quelques kilomètres du ministère de l'énergie et de l'eau et nous pensons que vous ferez feu de tout bois pour qu'on puisse avoir de l'eau à Akpakpa et que l'eau qui circule à Cotonou et environ soit de l'eau potable. Mesdames et messieurs, ce sera tout. On va revenir sur l'inondation à Cotonou dans le prochain numéro avec notre ami Tonato qui entre-temps a dit qu'on ne mange pas les pavés, mais le travail qui est fait, c'est du social qui permet aux Béninois d'aller et de venir. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Free Speech. On espère avoir donné l'essentiel. À vous tous qui nous avez suivis, merci. À tous ceux qui parlent bien de nous, merci. Et à ceux qui parlent mal de nous, courage à vous. Merci aussi. C'est la République qui s'en sortira grandie. Nous pensons que c'est de la diversité des opinions qu'on tire l'essentiel. Merci à chacun et à tous.